Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger décolle en emportant 7 astronautes, dont une enseignante. Cette dernière, c'est Christa McAuliffe. Elle a été choisie pour donner des cours à ses élèves depuis l'orbite, mais elle a été surtout choisie pour devenir la clé du tourisme spatial américain et d'ouvrir la porte de l'espace au grand public. Mais le 28 janvier 1986, soit le jour du décollage de la navette Challenger, elle explose. 72 secondes après le décollage. Après cet accident, plus aucune idée de tourisme spatial émerge dans le secteur spatial national. Mais du côté privé, les petites agences spatiales telles que Virgin Galactic ou Blue Origin vont commencer en effet à s'imaginer un futur dans le domaine spatial. Le futur, ce sera le tourisme spatial. Et c'est ainsi comme ça que Virgin Galactic a annoncé l'arrivée d'une future navette spatiale, le Spaceship One. Avant de parler de l'histoire de l'avion en lui-même, ou plutôt je vais vous parler de l'histoire de l'entreprise. En 2002, Scale Composites, une entreprise qui conçoit des avions militaires comme scientifiques, une visite a lieu dans un des hangars de la société. Mike Whitehorn, un des principaux collaborateurs de Richard Branson, le PDG de Virgin Group, on reparlera ça après. Whitehorn observe les différents appareils garés dans le bâtiment, jusqu'à ce qu'un appareil commence à l'intriguer. Ce n'était pas tout à fait un avion, ce n'était pas tout à fait un vaisseau spatial, mais c'était étrange. Cependant, la visite était pas vraiment intéressée était pas vraiment trop ciblée vers cet appareil étrange qui traînait dans le gare, mais c'était plutôt destiné au Global Flyer. Le Global Flyer, c'est un giga planeur qui peut faire le tour du monde sans escale, donc grosso modo, pas de plein d'essence. Rien que ça. Après ça, Whitehorn veut également savoir un tout petit peu plus sur l'avion qu'il avait vu tout à l'heure, il y a quelques minutes auparavant. Mais cependant, il ne va recevoir aucune réponse de la part de l'ingénieur en chef et du commanditaire qui, pour l'anecdote, était le cofondateur de Microsoft. Le vaisseau recevra le nom de Spaceship One et il a été conçu pour envoyer des touristes dans l'espace. Pour envoyer des touristes dans l'espace, pas question d'un gros réservoir orange sur lequel serait fixée la navette et sur les côtés avec deux gros pétards qui crachent des centaines et des milliers de carburant solide. Il faut pas non plus que la navette ait son mode de propulsion directement via la navette, car sinon la navette deviendrait extrêmement lourde et très difficile à se mettre en orbite, sachant qu'encore il faut encore mettre le carburant pour la montée, le carburant encore pour se mettre en orbite et encore le carburant pour se désorbiter. Le choix va se porter sur un avion porteur qui va transporter la navette, qui à un moment donné, juste en dessous de la limite de Von Karman, un peu plus en dessous, l'avion va lâcher la navette. Et avec son propre mode de propulsion, la navette va se mettre en orbite. Alors non, elle va pas se mettre totalement en orbite, elle va simplement se mettre sur une trajectoire parabolique, c'est-à-dire une trajectoire où ça fait pas totalement une orbite, mais c'est en gros une trajectoire qui est en forme de cloche. Et cet avion spécial, c'est un stratolaunch. Et un stratolaunch, c'est en gros un avion qui a un fuselage qui est dédoublé, et notamment sur chaque côté, en fait on retrouve deux corps centrales d'avions classiques. Et en gros le but c'est de tout simplement caler la navette en dessous. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce n'est pas Virgin Galactic qui a inventé cette idée, mais il vient tout simplement de la NASA. Parce que, en effet, au début du chapitre des navettes spatiales, la NASA avait besoin d'un giga avion porteur. Parce qu'en effet, c'était une toute première idée, on ne savait pas si un avion classique tout seul allait réussir à transporter la navette, enfin, si elle atterrissait pas au Kennedy Space Center.
Et du coup, ils se sont demandé comment faire du coup. Et bah, ils ont tout simplement eu l'idée de mettre, doubler le fuselage, etc. Bref, faire quelque chose qui soit acceptable et qu'on puisse vraiment transporter la navette. Mais il y avait un petit problème. C'est qu'en fait, le problème c'est que c'est pas tant le coût de fabrication. Le gros problème c'est le prix. Autant j'ai envie de vous dire que essayer de construire cet avion, c'est autant que payer l'essence pour sa bagnole. Bon, après tout, finalement, ils ont réfléchi et ils ont finalement opté pour des Boeing 747. Du coup, Virgin Galactic, en voyant que la NASA a complètement abandonné cette idée, et ben finalement le reprendre. Et en reprenant cette idée, il y aura quelques petites modifications. Déjà, les avions classiques qui devaient être utilisés en effet pour le Stratolaunch, et ben ce sera d'autres types d'avions. Et l'envergure va être beaucoup plus petite que le Stratolaunch de la NASA, qui était censé de base porter la navette jusqu'au Kennedy Space Center. Là où le Stratolaunch de la NASA devait transporter, comme j'ai dit, la navette jusqu'au Kennedy Space Center, et bien ce Stratolaunch de Virgin Galactic doit en effet transporter la navette et la lâcher. Alors que le Stratolaunch de la NASA, elle fait juste que de le porter. Donc il va falloir concevoir un système qui lui permettra de lâcher la navette en vol. Ainsi, avec tous ces éléments, Virgin Galactic va procéder plusieurs tests dans les années 2004. Et c'est justement en 2004 que Virgin Galactic, avec son Spaceship One, va gagner le prix Ansari X Prize. En toute façon, je vous en reparlerai après, hein, ne vous inquiétez pas. Ainsi, Burr Rutan, le propriétaire de Scale Composites, va en effet recevoir un gros chèque, hein, quand même 10 millions de dollars. Et ces 10 millions de dollars vont être cruciales, retenez ça pour l'avenir. C'est alors que dans le même temps, Branson, qui est en gros le propriétaire de Virgin Group, va avoir alors Rutan. Et il lui propose en effet de créer une société qui sera maintenue par Virgin, mais qui devra faire du tourisme spatial. Et c'est ainsi qu'est né, tout simplement, Virgin Galactic. Quant à Paul Allen, que je vous avais parlé il y a quelques minutes de cela, et bien finalement il ne rejoindra pas la société, il est déjà tellement préoccupé avec Microsoft que finalement, bon, il va s'occuper de Microsoft et Branson et Rutan, eux, vont s'occuper de Virgin Galactic. Mais avant d'aller plus loin, il faut déjà comprendre un truc. Les sociétés dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant avaient tous en premier mot Virgin. Ce qui est quand même un peu bizarre, non? Parce qu'en effet, Virgin Galactic, Virgin Airlines, Virgin Atlantic, bref, toutes ces sociétés font partie de une seule et grosse société, Virgin Group. Et chaque petite société doivent en effet s'occuper de un ou plusieurs domaines. Et Virgin Galactic, par exemple, s'occupe du tourisme spatial. Tandis que Virgin Atlantic, elle doit s'occuper du Global Flyer que je vous ai parlé tout à l'heure. Et Virgin Airlines, les avions. Ainsi, c'est Virgin Group qui domine toutes ces petites entreprises, avec comme directeur Richard Branson, le PDG de Virgin Group. Bon, revenons un tout petit peu au Spaceship One, ou aussi peu de temps après, renommé le navire d'exploration numéro 1. Bon, pourquoi pas. En effet, le Spaceship One a participé au concours Ansari X Prize, qui est en effet un prix dans lequel une agence non gouvernementale a pu envoyer un vaisseau spatial au-delà de la limite de Von Karman. Et le 4 octobre 2004, c'est le Spaceship One qui remporte ce prix, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, une bonne somme à investir. Bien sûr, de la société. Ce mastodonte fera en effet son premier vol en 2003, d'une masse de 3600 kg avec une poussée au décollage de 74 000 kN. Cette poussée va provenir en effet des tout nouveaux moteurs hybrides de SpaceDev, d'une longueur de 8,2 mètres et d'une envergure équivalente à sa longueur. Après que Virgin Galactic ait remporté le prix Ansari, ils finissent par signer un accord de 21 millions de dollars avec Mojar Aerospace Venture pour réaliser un futur tourisme spatial. L'accord est finalement annoncé le 27 septembre 2004 à la Royal Aeronautical Society à Londres. Virgin prévoit l'assemblage de 5 Spaceship One et une version 2 pour plus tard. Et la construction débute en 2005 avec des tests prévus en 2007. Le plan de vol de Virgin ressemble presque à celui de la NASA. Le but est de construire plein de navettes pour accomplir tous les objectifs qu'ils désirent. Sauf que Virgin Galactic n'emporte pas de satellite
et n'emporte que des humains. Le vaisseau est prévu pour emporter 8 personnes, 6 passagers et 2 pilotes. En tout, le voyage durera 3 heures, avec 3 à 4 minutes d'apesanteur. Bon, c'est certes pas énorme, mais pour une petite agence comme ça, c'est déjà pas mal. Le plan envisage également de construire un avion porteur, qui lui devra en effet porter le Spaceship Two avant de le larguer. Le plan envisage également de construire un giga avion porteur uniquement pour le Spaceship Two, qui est nommé le White Knight 2. Mais le projet va quand même rencontrer quelques problèmes. Le 26 juillet 2007, soit le jour d'un test de remplissage d'un des réservoirs du Spaceship 2, et à cause d'un mauvais réglage, la pression devient trop grande à l'intérieur du réservoir et du coup il explose. L'explosion va en effet détruire l'entièreté du vaisseau et va en effet endommager une partie du hangar. Et il n'y aura pas que le hangar qui sera touché. Dans les faits, 3 ingénieurs vont gravement être blessés, tandis que 4 autres malheureusement vont décéder. Le 23 janvier 2008, à l'American Museum of Natural History, Ronson et Rutan présentent la version définitive du projet. Un changement a lieu sur l'avion porteur qui aura au final une envergure de 42 mètres, et l'avion n'aura qu'une aile en fibre de carbone. En plus, il double la carlingue et les moteurs à réaction. À la fin, il se retrouve avec un avion proche du Global Flyer, sauf avec une envergure d'un Boeing 757. Le Spaceship Two va en effet également recevoir une motorisation améliorée. Et dans tout ça, il n'y aura pas que les vaisseaux et tous les systèmes qui vont changer. Les noms vont également changer. Tous les vaisseaux, c'est-à-dire tous les Spaceship Two, parce que le Spaceship One, lui, est entièrement exclu du projet et se retrouve au musée à Washington, et tous les Spaceship Two vont tous changer de nom. Au lieu d'être rebaptisés Spaceship Two, Spaceship Two, Ship Two, etc., ils seront tous nommés VSS, pour Spaceship Two, tout court. Le premier assemblé sera le VSS Enterprise, qui fera son premier vol en 2010. Quant au Spaceship One, il est, comme je l'ai dit, complètement écarté du projet. Et il est finalement abandonné et actuellement il repose au National Aerospace Museum à Washington. Mais le 31 octobre 2014, un nouvel accident a lieu. Le VSS Enterprise se crache dans le désert de Mojave. Et les 2 pilotes à bord ne vont pas se retrouver dans un super état. Pour le remplacer, ils vont assembler le VSS Unity et il fera son premier vol en 2010. Ce vol est identique à celui d'Enterprise. Et c'est tout. Qu'en est-il de Virgin Galactic aujourd'hui? Les tests vont ainsi se succéder durant les années 2016, 17 et 18, sans dépasser la limite de Von Karman. Bref, le 22 mai 2019, un lancement a eu lieu et ce lancement est très spécial. Car pour la première fois, le VSS Unity a pu dépasser la limite de Von Karman. Toujours en 2021, Virgin Galactic a présenté récemment le VSS Imagine, qui fait partie en effet de la série des 5 vaisseaux que Virgin Galactic voulait construire, le plan de base qui était établi en 2004. Après la mise en service du VSS Imagine, il devra être ainsi suivi du VSS Inspire, qui lui devra également envoyer des touristes dans l'espace. Pour ceux qui aimeraient savoir quand ce tourisme spatial va commencer chez Virgin Galactic, il faut savoir que cela va commencer très récemment. Car justement, c'est l'année prochaine, donc en 2022, que Virgin Galactic veut envoyer des touristes dans l'espace. Donc attendez-vous à quelque chose de grandiose et ça va être très lourd. En attendant, n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout ce qui a une vie a une fin.